Je suis très content et très heureux de dédier. Et la question du récit, une histoire racontée, si vous voulez, à la façon de Schill, hein, le grand théâtre classique. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus, souvent dans la jeune génération, de conflit. Le conflit disparaît, et ce qui arrive, c'est quelqu'un qui raconte ce qui se passe derrière la scène. Donc, pour ma génération, ça c'est difficile souvent à comprendre. Un autre phénomène, c'est que pour essayer d'être présent dans le système des arts, de lutter contre la disparition de notre art, de l'art vivant, le dramaturge essaye de prendre des instruments venus de médias. Il y a quelque temps, avec Griselda Lambaro, écrivain, dramaturge argentine, nous avons été jury du prix national de théâtre en Argentine. Nous avons lu 370 pièces. C'est bien parce qu'on nous permet de faire un diagnostic. On dit diagnostic. Eh bien, ce que nous avons trouvé souvent dans ces pièces, ce sont des structures semblables au dispositif de narration de la télévision. Donc, le texte théâtral essaye d'être avec le public en essayant d'aller vers ces façons de consommer. Hein? C'est un deuxième phénomène. Puis, par exemple, comme dans le théâtre de Marcos Damasio, le Brésilien, il y a la question de écrire la poésie au théâtre, sans penser au phénomène de structures dramaturgiques, de raconter une histoire. C'est seulement la parole au service de l'image, mais sans aucun rapport avec une histoire quelconque, avec la politique et la censure. Nous avons eu en Argentine, il y a à peu près une dizaine d'années, en 2002, un gros problème à propos de la crise financière. Quelque chose pareil. Pour vous donner une idée, c'est à peu près ce qu'ont vécu en Grèce, récemment en Irlande, maintenant. Qu'est-ce que font les gens dans un moment de crise? Achètent un billet pour aller au théâtre. C'est formidable. Hein? Il faut étudier ça à nouveau en allant vers la sociologie. Les salles étaient pleines au moment de la crise la plus profonde d'Argentine, où la classe moyenne avait perdu toutes ses économies. Les banques avaient pris les caisses d'épargne des particuliers. Le pays s'effondrait, les gens allaient au théâtre. Ça dit quelque chose. Parce que l'histoire du théâtre de l'Amérique latine est liée au fait de la censure. Le théâtre en Amérique latine garde la possibilité. Pensez par exemple à Un Sol Amarillo de César Brie, le grand dramaturge et acteur bolivien. Et le théâtre de l'Amérique latine, c'est garder la parole. Le fait que le théâtre, c'est la conscience
de l'histoire humaine. Ça, c'est extraordinaire. Sabri a écrit En un solo amarillo, et c'est l'histoire d'un tremblement de terre 1980-90 en Bolivie, à partir de documents, et il raconte dans ce spectacle ce que l'histoire bolivienne, les journaux boliviens essayaient de cacher dans nos dites démocraties. Elle est toujours présente. Bon, le théâtre a, c'est peut-être sa particularité la plus riche. C'est de garder d'être le témoin privilégié de notre histoire. Donc, est-ce que pour connaître notre réalité, il faut acheter le journal? Pas du tout. Il faut aller au théâtre. Ça, c'est magnifique. Ça montre une vitalité, un schéma pour traverser nos années de pénurie, de manque de public, je vis dans une petite ville en Patagonie. Hein. Est-ce que le public préfère d'aller voir mon spectacle ou celui qui vient de Buenos Aires avec le comédien qui joue le téléroman? C'est partout comme ça. Hein. Donc, il faut travailler, beaucoup travailler pour ne pas disparaître. Hein. Et l'État dont l'aide à nous qui travaillons dans la ville, nous qui faisons des centaines de kilomètres pour aller d'un village à l'autre, ou à ceux qui viennent de Buenos Aires en avion, pas nous. Donc peut-être tout ça que je raconte a plusieurs axes, plusieurs points de commun avec le théâtre d'Europe, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est notre réalité. Avec très peu de moyens. Je ne sais pas si les Européens ou les Américains peuvent travailler avec très peu de moyens. Récemment, nous avons reçu une couple de clowns venus du pays flamand belge, en Européen, deux corps. Voilà la salle. Oui, où se font le projecteur? Il n'y a rien. Ben, est-ce qu'il y a le rideau? Oh, quel rideau? Comment on fait pour travailler? Vous êtes le comédien ou pas? Oui, alors, le spectacle. Et la dame, le monsieur, on m'avait demandé d'être traducteur. Hein. Donc, j'ai dû appeler un psychologue pour... donc, ça, est-ce que votre théâtre, je parle d'une façon très large, hein, bien sûr, il y a des différences. Hein. Je vois mon ami, M. Germain, ici, qui vient d'arriver de Liège, il connaît très bien toute la façon de travailler avec n'importe quel petit élément dans n'importe quel point du monde. Mais en général, est-ce que confronté à une pareille réalité, je ne sais pas si votre théâtre pourrait se débrouiller. Cette couple de comédiens belges ont mis 8 heures pour placer son spectacle.
c'est énorme. Pour la même chose, 2 heures, ça va. Vous voyez, il y a quelque chose de différent. Et dans cette différence, il y a une énorme richesse à mettre en dialogue. Et puis le théâtre latino-américain garde sa mémoire. Ça, c'est magnifique du point de vue politique. Le théâtre ouvrier chilien des années 20, des années 30, reste encore vivant. Il traverse tout le Chili. Et n'importe dans quelle usine, il y a une compagnie de théâtre amateur qui travaille, qui raconte leurs problématiques. Ça, c'est magnifique. Ça, je trouve ça très intéressant. L'enseignement d'Enrique Buenaventura, ça reste vivant en toute l'Amérique latine. La question de travailler avec trop peu de moyens. Le grand maître de cette façon de travailler, de laisser tomber les grandes salles italiennes, c'est l'histoire d'Enrique Buenaventura, le grand colombien. C'est lui qui a commencé. C'est un grand ami, Enrique Buenaventura. Il a vécu chez nous, chez Raoul et moi, à la maison. Nous sommes nous étions des grands amis. Et c'est lui qui a commencé avec cette histoire du metteur en scène qui écrit son texte. C'est lui. Un grand comédien, un grand metteur en scène, un grand dramaturge. Bon, je crois que j'ai fini ici. Merci.